Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue pour ce 28e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Cette semaine, nous allons étudier ensemble tous les événements, en tout cas ceux qu'on a recensés, du 24 au 30 octobre. Et pour m'accompagner ce soir, comme chaque semaine, la charmante Solène. Salut Solène. Salut, salut. Et c'est incroyable, vous l'avez entendu, elle a un micro, un vrai micro qui En marche, tout, vrai, ça y est. ça y est, c'est bon. On devrait pouvoir mieux l'entendre. Bon, comment s'est passée ta semaine? Assez éprouvante, mais bon, je suis en forme ce soir et très content d'être là. Et puis chaque semaine pour nous accompagner, Silvano Trotta, le super boss du groupe UAT. Bonsoir Silvano, comment vas-tu? Salut Antoine, il n'y a pas de boss, il y a que des membres. Sympa. Alors, avant de te demander comment ça s'est passé ta semaine à toi, moi je voulais juste partager une petite info qui m'a bien gonflé depuis que ça s'est passé. C'est ça. C'est le site Weebly qui a été piraté, plus de 43 millions de comptes dérobés. Eh bien oui, miasme.com est supporté par Weebly. Donc depuis le petit piratage, ils ont coupé ce qu'on appelle l'adresse DNS, donc on ne peut plus se connecter pour mettre à jour le site, ce qui fait que aujourd'hui ça va être une émission un petit peu spéciale où on va pas forcément s'attarder trop sur le site parce que j'ai pas pu tout recenser ce que je voulais faire et mettre à jour. Voilà, donc on ira un petit peu sur le site des amis pour vous montrer les choses. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule de la semaine. Silvano, toi, des coups de gueule, tu en as ou tu as des choses à nous dire cette semaine? Non, non, semaine zen, très zen. Semaine zen? Allez. Zen, Qu'est-ce qui zen. s'est passé chez toi du coup? Oh, tu sais, UAT, c'est chaque semaine un très grand nombre de publications inédites, d'ailleurs qui sont souvent reprises dans d'autres groupes et massivement partagées par nos membres, hein, ce qui fait notre fierté. Et cette semaine a été très, très, très riche. Je suis parfaitement incapable de ne choisir qu'un thème. Alors ce soir, pour vous régaler, j'en ai choisi plusieurs, que je vais rapidement vous résumer, uniquement pour les auditeurs de Miasme. Il y a 3 semaines, tu t'en souviens Antoine, nous recevions Rock Soccer pour qu'il nous parle de son dernier numéro de Top Secret. Et il nous avait annoncé un dossier sur l'effet Mandela qui allait en surprendre plus d'un. Quel dossier exceptionnel de 17 pages. Nous avons laissé un peu de temps à nos membres pour se procurer et lire ce dossier et faire notre propre enquête auprès de ceux-ci. Elle confirme à 100% les dires du dossier de Top Secret. Il faut absolument vous procurer ce numéro et lire ce dossier. Allez vite chez votre marchand de journaux parce qu'il ne va pas en rester beaucoup. Pour ne citer qu'un seul exemple, et là je m'adresse aux anciens, pas à Solène, petite jeune. Observez bien la position de l'Amérique du Sud sur les planisphères, extrêmement décalée vers l'Afrique, très loin des souvenirs d'école de certains. Personnellement, moi, je me souvenais de l'Amérique du Sud très proche, enfin très Oui, aligné. Ouais, aligné avec l'Amérique du Nord. Mhm. Comme le dit Rock, l'effet Mandela nous montre que nous vivons dans un monde d'illusions. Ce qu'a confirmé, encore une fois, Elon Musk cette semaine, le patron emblématique de SpaceX et de Tesla, qui a récidivé dans une interview où il confirme que pour lui, nous vivons dans un hologramme, dans une matrice. Donc, je vous invite à venir sur UAT lire les nombreux commentaires qu'a suscité la publication sur l'effet Mandela de Rock Soccer. Et je le félicite personnellement pour cette excellente recherche parce que Top Secret reste pour moi le magazine de référence dans notre domaine. Le deuxième sujet est une synchronicité d'une triple publication qui prouve quelque part la duperie de notre histoire, expliquée en partie par l'effet Mandela et la conspiration de la matrice. En effet, une traduction, encore une fois, de notre admin et amie Nadia Lamela, que je remercie vraiment de tout cœur, sur un bout de conférence entre deux de nos membres prestigieux sur UAT, Mauro Biglino et Pietro Buffa, qui expliquent ensemble le protocole de clonage décrit dans la Bible. Pietro Buffa est un biologiste moléculaire célèbre, auteur de plusieurs publications et d'un livre extraordinaire dont on attend la traduction en français, qui s'appelle « Les gènes manipulés d'Adam » en italien. Il explique dans cette conférence avec Mauro Biglino, il lui pose la question « Mais pourquoi les chimpanzés ont 48 chromosomes et nous 46 ?»
Donc, Pietro explique que 2 de leurs chromosomes ont été fusionnés en un seul. Cela s'appelle une translocation génétique. Translocation génétique que tous les généticiens du monde connaissent. Ils font cela quand ils ne veulent plus que 2 espèces anatomiquement compatibles, oui, c'est juste compatibles, puissent donner de progéniture, chacun continuant à évoluer de son côté. Et donc, on a réussi à prouver cette translocation génétique. Et, bizarrement, 2 autres publications sont arrivées dans le groupe. L'une de l'excellente Bleuette Dio, suite à sa conférence sur nos amis de Nouria TV, sur l'hybridation génétique à l'aube des âges, et une publication d'un groupe de chercheurs de l'Université de l'Arizona qui affirme que la vie sur notre planète serait apparue à plusieurs reprises par le passé. Plusieurs reprises par le passé. Donc il faut lire ou regarder toutes ces publications pour bien comprendre et se forger une nouvelle vision des choses qui sont très loin de ce que l'on nous a tous enseigné. Enfin, encore une publication exclusive UAT, et un sujet qui a été très débattu. Il provient d'un article de la célèbre revue scientifique internationale qui s'appelle Nature. Des astronomes ont repéré un objet lointain orbitant bien au-delà de Pluton, dans la partie extrême évidemment du système solaire. L'objet, ils l'ont appelé L91, est en train de se déplacer progressivement vers l'intérieur du nuage de Oort. Le nuage de Oort, qui je vous le rappelle, est un réservoir de comètes, d'autres corps de glace, de météorites, d'astéroïdes. Et on n'avait jamais observé cela avant. La découverte de L91 révèle que les objets se trouvant au-delà de l'influence gravitationnelle de Neptune, la planète géante la plus éloignée du système solaire, chaque fois que nous trouvons un de ces objets, il ajoute une autre pièce du puzzle, dit Meg Schwab, un scientifique de l'observatoire Gemini à Hilo, à Hawaï. L'orbite elliptique de L91 serait au plus proche de la Terre à environ 50 UA. Je vous rappelle que UA, c'est des unités astronomiques qui représentent la distance entre la Terre et le Soleil. À sa plus éloignée, l'objet est 1403 fois plus loin. Cela signifie que son orbite est plus étendue et centrée du Soleil que les mondes découverts précédemment, tels que Sedna, par exemple. L'emplacement et la trajectoire de L91 est fascinant, a déclaré Michelle Bannister, une astronome de l'université Queen de Belfast au Royaume-Uni. Elle a rapporté la découverte le 17 octobre dernier, récent, lors d'une réunion conjointe de la division de l'American Astronomical Society pour les sciences planétaires. Bannister et ses collègues pensent que l'objet peut avoir été éloigné, et là ça va devenir intéressant, jusqu'à 2000 UA du Soleil, avant d'avoir commencé son rapprochement grâce à l'attraction gravitationnelle de l'étoile. L'orbite de L91 est en train de changer d'une manière tout à fait remarquable. Mais un autre astronome, Konstantin Batygin, de l'Institut de technologie de Californie à Pasadena, n'est pas si sûr. Il pense que la suggestion de Bannister que L91 a été jeté vers le nuage d'Oort et est maintenant en mouvement vers l'intérieur. Il fait valoir qu'une planète géante, invisible, que les astronomes appellent la planète 9, puisqu'ils ont déclassifié Pluton, nous on l'appelle Nibiru, pourrait avoir perturbé la trajectoire de L91. C'est passionnant, et nous allons suivre de très près toutes ces recherches sur UAT. Voilà pour les articles. Sinon, on a quand même débunké, parce que chez UAT, on a aussi l'habitude de débunker quelques articles. Il y a eu un article qui a fait fureur sur le net, c'était alerte, Obama donne 120 jours pour un chaos solaire. Donc, il n'y a aucune mention dans le texte de la Maison-Blanche qui existe, d'un événement anticipé dans les 120 jours. Ce n'est pas la première fois que des discussions ont lieu pour se prémunir, pour se protéger contre des soubresauts électromagnétiques. On en a déjà eu plein de fois de notre Soleil. Et c'était un executive order qui pousse simplement les différents acteurs à se concerter et rapporter les actions qu'ils peuvent entreprendre dans un délai de 120 jours. C'est donc juste un délai administratif et non un délai d'anticipation d'un événement. Sinon, l'OVNI de Genève qui a fait aussi le buzz sur le net, c'est débunké, c'était un tournage, c'était une pub, c'était un fake. Et hélas, la mauvaise nouvelle qu'on a appris,
un Max Pierce, qui était quelqu'un qui travaillait beaucoup sur les théories du complot, a été retrouvé suicidé, encore une fois, par la cabale. Comme quoi, nous faisons un métier difficile. Comme quoi, c'est pas bon d'être effectivement théoricien du complot. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire, si vous voulez être tenu informé, sans vous fatiguer, sans devoir chercher sur 10 000 sites les véritables informations qu'il faut savoir sur l'ufologie, eh bien, c'est le groupe UAT, donc Ufologie and Alien Theory sur Facebook. Ah, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Mais moi, je veux bien rester pour regarder Maxence. Maxence Laillé, eh oui. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons recevoir plusieurs personnes pour continuer la suite de notre émission. Maxence Laillé qui sera avec nous, rédacteur en chef de la revue Orbs pour un événement assez exceptionnel. Nous aurons aussi Jean-Michel Raoult qui va venir nous faire un petit coucou pour un atelier qu'il fait la semaine prochaine sur sa chaîne LGC5, Le Grand Changement. Et nous avons aussi une surprise que je vais lancer maintenant, juste avant Maxence. Un peu plus d'une semaine avant, parce qu'il y a très peu de place. Et vous allez voir, c'est le musée de l'étrange d'André Douzet et de Marie-Ange Thibault qui organise un événement assez exceptionnel pour Halloween. Et j'ai rencontré André Douzet, ou en tout cas peut-être Mr. Wolf, qui va venir nous en parler. Allez, Mr. Wolf, c'est à toi. Waouh, bonjour Monsieur Wolf, comment allez-vous? Bonjour Miasme, bonjour Antoine. C'est la pleine lune, c'est ça? Tu t'es laissé pousser des poils, t'as la langue qui pend? Je suis tout simplement atteint de lycanthropie et à certaines époques de l'année, évidemment, je subis une transformation, comme tous ceux de ma race, évidemment. Et ça tombe bien parce que c'est parce que c'est Halloween, donc t'en profites pour pouvoir sortir à visage découvert, pour le coup. Exactement. C'est ainsi que je vais accueillir les gens qui auront le courage, le culot, de vouloir s'aventurer dans les sous-sols, dans les méandres obscurs du musée de l'étrange pour la nuit d'Halloween. Alors, ça se passe quand? Ça se passe où? Ça se passe comment? Déjà, je vais faire un petit partage d'écran. Ça se passe ici, au musée de l'étrange, Halloween 2016. Alors, on a même droit au cri du loup en rentrant dans le musée de l'étrange. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mr. Wolf? Alors, nous avons voulu sortir des sentiers habituels pour Halloween et au lieu de s'adresser à nos commères, les sorcières, nous avons décidé de rassembler l'Assemblée des loups qui va recevoir ce soir-là, évidemment, tous les gens atteints ou tous les cas de transformation d'humains en loup, la lycanthropie, et également nous allons aborder tous les événements qui ont eu lieu au moment de la bête du Gévaudan qui a ravagé cette région de façon si étrange. Ah oui. Donc, pour la circonstance, nous avons une soirée qui est réservée à ces deux thèmes, au cours desquels il va y avoir un banquet comme seuls les lycanthropes et les loups peuvent apprécier, ainsi que nos visiteurs. Et pour la circonstance, nous allons avoir une exposition qui va ensuite se prolonger à peu près jusqu'avant Noël, avec des éléments qui ont tous un lien très étroit avec la lycanthropie ou le loup-garou et la bête du Gévaudan. Exceptionnellement, par exemple, nous avons reçu pour la circonstance un fusil, un mousqueton du type de celui qui a abattu, enfin, une fois pour toutes, la bête du Gévaudan. C'est une pièce qui est quasiment unique et qui va être exposée pour la circonstance. Magnifique. Magnifique. Et je crois même que
Vous avez fondu des balles exprès aussi pour la circonstance, des balles queues de loup-garou, bien entendu, que vous allez distribuer à vos convives, Maître Loup. Mais évidemment, évidemment. La soirée, tant que nous serons avec eux au festin, se déroulera en toute quiétude et en toute tranquillité, sans danger pour eux. Et il est bien évident qu'à partir de la nuit, de la grande nuit d'Halloween, il y a des risques énormes parce que d'autres lycanthropes et loups savent notre réunion et de façon à ce que nos visiteurs ne courent aucun danger, ils recevront tous à la fin du repas une balle du calibre du fusil qui a mis fin à la vie de la bête du Gévaudan, ainsi et une balle qui, bien entendu, va comporter une croix qui sera bénie, car seules des balles de ce type pouvaient arrêter la bête Faramine. C'est juste effrayant. Un petit peu au dîner, ce qui sera prévu, peut-être de la jambe de rombière farcie ou ce genre de choses. Non. Là, nous allons rejoindre les traditions d'Halloween. Bien entendu, les boissons seront... tous les invités auront conscience du risque qu'ils vont prendre à absorber et les aliments et les boissons. Nous en laissons la surprise, évidemment, aux rares personnes qui vont pouvoir accéder à ce privilège. Ouais, c'est génial. Alors pour ceux qui voudraient participer à cet événement, et encore il reste très très peu de place, donc il y aura peut-être une deuxième session qui sera organisée. Donc vous vous connectez sur www.musédelétrange.com. Là d'ailleurs vous serez accueillis par le hurlement du loup. Oh, c'est terrifiant. Vous allez dans le musée Sexport Nuit de l'étrange et là vous allez avoir tous les détails sur les événements qu'organise André Douzet et Marie-Ange Thibault dans le cadre du musée de l'étrange. Allez André, vas-y, tu peux mettre bas le masque, on sait que c'est toi. Puis on va t'arrêter de te faire souffrir sous... Ah, mais il y a même les oreilles. Bon, puis tout ébouriffé. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que propose d'autre? Parce que là, du coup, vous allez sortir un petit peu du cadre du musée et essayer d'organiser assez régulièrement des événements tout le long de l'année. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu? De quoi tu peux déjà me parler? Eh bien, déjà l'exposition sur la bête du Gévaudan et les loups dans le sens du mystère, de l'énigme, de tout ce qui est insolite, de tout ce qui est étrange. Il va y avoir une exposition d'objets qui sont des objets anciens, le plus souvent, ou des reproductions le plus fidèles possible. Cette exposition, bien entendu, ouvre pour la circonstance de la nuit d'Halloween, et ensuite elle va se prolonger jusqu'aux environs d'une huitaine ou une dizaine de jours avant Noël. Pour Noël, nous allons avoir effectivement une autre soirée qui aura pour thème les contes, les récits et les merveilles de Noël, tant pour les adultes que pour les enfants. À l'occasion, évidemment, les enfants recevront les friandises que nous recevions il y a 60 ans, 70 ans, qui étaient réservées aux enfants. Et pour les adultes, et bien entendu, nous avons réservé une autre petite surprise, d'autres friandises réservées aux adultes à cette époque. Des contes, des récits merveilleux, mais qui sont tous tirés de la région du Pilat, du Jarret-Forêt et jusqu'aux Cévennes. D'accord. Ensuite, bien entendu, nous allons prendre notre vitesse de croisière et des événements comme la nuit du loup-garou ou la nuit de Noël vont être suivis d'autres thèmes. Et à ce moment-là, c'est Marie-Ange qui est en train de concocter et d'organiser ces événements, ces activités. Il y aura tout d'abord une soirée qui sera consacrée au thème, avec des images, des extraits de documentaires le plus souvent. Et ensuite, le dimanche, si les conditions météorologiques nous le permettent, visite sur site. Et je crois que Marie-Ange Thibault a concocté un petit programme autour duquel vont se rassembler évidemment l'ombre des anciens
hommes de l'ordre du temps, d'autres choses sur des événements, un historique beaucoup plus dans le cadre de notre musée, en relation toujours avec les traditions et évidemment toujours avec un but culturel derrière. Par exemple, nous allons probablement travailler sur Saint-Pierreville et ainsi pourront être satisfaits tant ceux qui vont s'intéresser aux mégalithes, à ces fameux mégalithes qui sont posés sur des sites où il y a de la radioactivité inoffensive, évidemment, pour les humains, mais ensuite l'événement de boules de feu de Féouzet qui a été vu par tant de témoins, et ensuite, évidemment, nous finirons en suivant le chemin de nulle part qui avait fait l'occasion d'un téléfilm dans les années 1979 sur TF1, si ma mémoire est bonne. Ce sont toutes ces choses que nous allons reprendre et ressortir de l'oubli afin que ceux qui sont intéressés par l'étrange, tout ce qui est insolite, tout ce qui intrigue, va se retrouver dans ces réunions. Bon, ben c'est un beau programme que tout ça. Donc, on retrouve toutes les infos sur musédelétrange.com. Ou alors, vous tapez André Douzé, Musée de l'étrange dans Google, vous allez facilement retrouver. Mais nous, en ce qui nous concerne, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se voir dans le cadre de l'émission hebdomadaire, mais dans les cadres de nos causeries. On en a déjà plusieurs d'enregistrés que je suis en train de monter. Mais, pour la sortie d'Halloween, je vais mettre en ligne le petit reportage que j'ai fait sur le Musée de l'étrange avec toi et Marie-Ange. Voilà, donc ça sera pour la semaine prochaine. Et puis, vous allez bientôt avoir la suite de la discussion sur les Templiers. Et puis aussi, bientôt, une série sur les contes de Perrault. Voilà. Les contes de Perrault, d'ailleurs, qui vont tomber tout à fait à propos, puisqu'il est incontournable que nous approchions le conte du petit chapeau rouge et de son loup qui représente tout, sauf l'aspect redoutable et mortel, comme nous le verrons lors de ces approches. Ok, ben écoute, je mettrai ma petite capeline rouge. Faire le petit apron rouge, on mettra ton masque de loup. Je n'ai qu'un mot à dire, Antoine. Chiche. Eh bien, écoute, tu verras. Non, c'est avec grand plaisir. Et je te remercie, ainsi que tous les spectateurs et les personnes qui suivent ton émission et qui, de fait, nous suivent aussi. C'est pour nous un grand plaisir, Antoine. À très bientôt. Donc voilà, c'était André Douzé, alias Mr. Wolf, pour l'occasion. Honnêtement, si vous êtes du côté de Lyon, ou même d'un peu plus loin, si vous pouvez faire un petit tour, le musée de l'étrange, c'est vraiment de la balle à visiter dès que possible. Et logiquement, la semaine prochaine, vous aurez en ligne le petit reportage que j'ai fait là-bas cet été. Voilà. On va donc attaquer l'agenda de la semaine, donc du 24 au 30 octobre. Alors, tout n'est pas complet par rapport à ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, les problèmes de Weebly, où on ne peut plus faire de mise à jour pour le moment, mais on espère que ça va s'arranger très rapidement. Et donc, on va commencer par l'événement, à mon avis, qu'il ne faut surtout pas manquer, celui organisé par Global Gaia, et Orbs, et donc on va accueillir Maxence Laillé pour nous en parler. Bonsoir Maxence, comment vas-tu? Très bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, ce soir c'est un petit peu particulier, parce que j'ai pas pu tout mettre sur le site du fait du piratage de Weebly. Les mises à jour sont compromises pour le moment. Donc, je vais passer directement sur ton site pour montrer l'événement que tu es en train de préparer donc, la semaine prochaine. Et puis, tu vas nous en parler un petit peu plus précisément. Donc, d'ailleurs, si vous voulez aller sur le site de Orbs, c'est orbs.fr, onglet événements. Et donc, le dernier événement en date, c'est Global Gaia numéro 1, Mexique, les enfants du soleil. Alors, qu'est-ce que c'est que cet événement qui se passe donc le week-end prochain? Oui, en fait, donc ça a lieu à Paris, au Théâtre Adiar. L'ouverture des portes va se faire à 13h30 et ça dure jusqu'à 19h. Donc c'est une grosse après-midi avec 6 intervenants sur le Mexique, sur les enfants du soleil. Alors qu'est-ce que ça signifie tout ça? Global Gaia, le Mexique, les enfants du soleil. C'est simple en fait, c'est qu'on a
il y a des cultures, il y a des peuples, il y a des traditions, il y a des civilisations qui existent à travers le monde. Et donc, le principe de Global Gaia, c'est un peu de faire un peu un tour du monde de ces traditions qui sont encore vivantes aujourd'hui. Et à chaque fois, Global Gaia fait une escale, un coup de projecteur sur une tradition du monde. Ça peut être les Touaregs, ça peut être l'Inde, ça peut être les aborigènes d'Australie. Et on commence en fait par le Mexique et la mosaïque de traditions, de peuples, vraiment de cultures qui se sont superposées au fil du temps. D'accord. Donc au final, on va dire, c'est une nouvelle ligne d'événements que vous êtes en train de créer. C'est bien ça, oui. C'est un peu, ça correspond aux pages qu'on peut avoir dans la revue Orbs, qui se préoccupe d'archéologie, qui se préoccupe de philosophie des peuples premiers, de sagesse, qui se préoccupe aussi évidemment de chamanisme. Et sauf que là, en fait, au lieu qu'on soit simplement en train de compulser des pages qui sont jolies ou des images qui vont nous embarquer, eh bien, en fait, on investit un théâtre, on fabrique un espace-temps, un lieu où on est en contact avec des personnes, des représentants, des experts de cette culture-là et qu'on aborde, ou de cette zone culturelle, et qu'on va aborder en 360. C'est-à-dire qu'on va autant l'aborder, on va autant avoir des intervenants qui vont aborder des enjeux contemporains, qu'ils soient géopolitiques, économiques, ou là, en l'occurrence, par exemple, comment se déroule tout ce qui est sage-femme et médecine traditionnelle, moderne, dans certaines régions du Mexique, avec cette rencontre entre des approches contemporaines et la pharmacopée aztèque, par exemple. Et puis en même temps, on va plonger plus loin au niveau des traces, au niveau de l'art sacré, au niveau des constructions. Et là, avec le Mexique, on est servi puisqu'on a les pyramides qui sont présentes. Il y a plus d'un millier de pyramides au Mexique en tout. Et donc, on va avoir notamment Howard Crowhurst qui va nous faire une intervention. On a 3 intervenants qui vont nous parler des peuples mayas, aztèques, ouaztèques, parce qu'il y a plein d'autres civilisations qu'on ne connaît pas et qui sont tout autant captivantes, voire perturbantes pour les universitaires. Donc, on a Howard Crowhurst qui va nous faire une conférence inédite. Et c'est vraiment la première fois qu'il va nous raconter ça. Comment, en fait, il a établi des nouveaux rapports qui concernent les pyramides, le calendrier maya et puis la circonférence terrestre, donc des aspects liés à l'astronomie. Oui, tout à fait. Howard qu'on avait reçu justement la semaine dernière et qui nous avait parlé, entre autres, de son intervention lors de cet événement. Et donc, tu disais que tu avais aussi 2 autres intervenants, 2 autres conférenciers? Oui, alors, sur le côté archéologie, ou en tout cas anthropologie, on a la directrice d'un musée d'archéologie du sud de la France, à Quinçon, dans les Alpes de Provence. C'est un musée de la préhistoire qui a organisé pendant l'été, l'expo dure jusqu'au 30 novembre, une exposition sur les Huastèques. Alors les Huastèques, personne n'en a entendu parler, ou presque. C'est un peuple qui a existé, qui a vécu là-bas il y a 3500 ans au Mexique, qui sont des cousins des Mayas, et surtout, en fait, ce qui est très particulier, les Huastèques, c'est un peu les punks, en fait, des civilisations précolombiennes, c'est-à-dire que ils vivaient dans des cités-États autonomes, et ils avaient des cultes avec des dieux anciens et notamment une relation assez forte avec la déesse mère, et en même temps ils étaient tatoués de partout, le crâne déformé, et ils sculptaient leurs dents. Donc il y a un côté très... Et en même temps, la tradition aztèque continue à être vivante aujourd'hui. Il y a encore des traces qui sont là, notamment à travers leur savoir-faire en matière de textile, de tisserand, dans vraiment ce travail sur les étoffes. Et en fait, les Huastèques sont une découverte toute récente. Ça date des années 1940 à peu près, la mise en évidence des Huastèques. Et c'est la première fois, en fait, c'est ça qui est complètement fou. Et nous, on est vraiment... À chaque fois, ça nous rend totalement enthousiastes et très, très heureux quand on se retrouve à avoir des rencontres comme ça, des collisions fertiles ou positives. C'est la première fois qu'il y a une expo sur les Huastèques hors du Mexique. L'expo qui a lieu en France actuellement, dans un coin perdu ou presque au milieu des Alpes de Haute-Provence, c'est parce que je cheminais par là-bas durant l'été que je suis tombé sur cette information. Donc, on est assez nombreux à pas avoir une information que cet événement, que cette expo existait. C'est la première fois qu'il y a une expo sur les Huastèques hors du Mexique. Ça a lieu en France. Ça a lieu jusqu'au 30 novembre. Et la commissaire d'exposition, qui est également la directrice du musée et qui a été donc archéologue durant 10 ans, 11 ans, qui a vécu au Mexique là-bas et qui s'est spécialisée chez les Huastèques, elle nous fait le plaisir de venir donner une conférence à Paris sur ce peuple.
Wow. Bon, mais c'est génial. Vous en avez jamais entendu parler non plus des Wastec, je suppose. Jamais. Jamais La non première plus. fois. Ouais, c'est ça. Maxence, ça s'écrit comment? Alors, il y a deux orthographes, mais la plus commune, c'est Wastec, Huastequeus au pluriel, ou alors à la place du S qui est au milieu, à l'intérieur du mot, il faut mettre un X, ce qui fait que c'est soit Wastec avec un S, soit Waxtec avec un X, qui est la dénomination anglo-saxonne et espagnole. Voilà. Et cette personne, elle est connue, cette directrice de musée? Bien, moi, je pense qu'elle gagnera à être connue et et qu'on ne va, que c'est le début, on va entendre parler d'elle. Voilà, parce que c'est vraiment donc, on fait partie, en gros, ça fait partie des archéologues nouvelle génération, quoi, qui ont 35 ans, 40 ans, qui ont été sur le terrain pendant une dizaine d'années et qui se retrouvent à venir occuper des postes qu'on vient leur proposer. Mais ils sont, mais je l'ai perçu dans la façon dont elle a structuré son exposition au musée de la préhistoire des Gorges du Verdon, là-bas à Quinçon dans le 04. Il y a une approche transdisciplinaire. C'est-à-dire que nous, la vision transdisciplinaire qu'on a au sein de la revue Orbs, où on parle à la fois d'art, de science, de conscience, que ça soit celle de l'intelligence artificielle des robots tueurs ou celle des animaux ou celle des droits de la planète Gaïa, dans la façon dont c'est en train de bouger, on est en train de considérer la nature comme étant un sujet de droit et non plus un objet de droit. On parle aussi des humanités, et donc les humanités, c'est autant l'archéologie, la géographie, l'architecture, enfin voilà, donc on est très transdisciplinaire sur Orbs, cosmopolite aussi, et ces valeurs-là sont également présentes en fait dans la façon dont Sophie Marcheguet, la directrice du musée de Quinçon, envisage son activité et surtout a envie de partager sa passion. Hein, on est vraiment dans ces idées-là. C'est-à-dire qu'il y a des trésors à travers le monde, il y a des choses qui existent, ces choses-là ne sont pas connues parce que le milieu médiatique est encombré, et pourtant la recherche avance, il y a des chantiers en permanence, et ce qu'elle me disait lorsqu'on préparait un peu son intervention sur le cas des Wastec, plus on découvre de choses sur eux, plus en fait ça vient remettre en cause ou en tout cas bouleverser les archéologues, parce que ça ouvre des espaces qui sont complètement inédits pour eux. Donc, en gros, c'est vraiment une culture ou une des civilisations du Mexique précolombien qui fait pas mal de buzz autour d'elle depuis une vingtaine, trentaine d'années, parce que ce qu'on découvre sur eux, ça bouleverse et ça remet vachement en cause des choses qu'on pensait être relativement stabilisées. Voilà. Donc, quand tu as parlé de Sophie Marcheguet, donc la génération, elle a 35-40 ans, ça m'a fait immédiatement penser à la génération, finalement, les Mystérieuses Cités d'Or. Hein. Je suis sûr qu'il y a une influence quelque part. Et je voulais juste donner l'info pour ceux qui ne suivraient pas les chaînes mainstream, et vous avez raison de ne pas les suivre. Toutefois, les Mystérieuses Cités d'Or, la saison 3, vient de sortir. Et le premier épisode a été diffusé donc cette semaine sur TF1. Donc voilà, vous aurez sûrement le moyen de suivre, et je sais que vous êtes nombreux, les suites des aventures d'Esteban Taozilla. C'est-à-dire la saison 3, c'est au sens où c'est une saison inédite en fait, hein, c'est ça? C'est la saison complètement inédite, ils vont au Japon. Voilà, après avoir fait un passage en Chine, c'est vraiment la nouvelle saison. Et je désespère pas de réussir à interviewer les nouveaux réalisateurs des Mystérieuses Cités d'Or. Ah bah oui, on va le faire, en s'y mettant tous ensemble, on va y arriver, oui. Voilà, exactement. Alors, tu as aussi comme intervenant Franck Échardour, c'est ça, pour une initiation au Yoka Maya. Oui, alors là, pareil, un truc complètement dingue, et en même temps, c'est très logique, mais si on l'envisage pas, ben voilà, ça nous surprend, c'est impensable en quelque sorte. Il y a un yoga maya. Il y a un yoga qui existe chez les Mayas, c'est-à-dire une discipline corporelle, des pratiques, des gestuelles particulières, un enseignement aussi, une transmission dans la relation au monde et au regard qu'on va porter sur l'environnement. Et donc, ce yoga maya, il a pour nom Yoka Maya. Ok, et donc Franck Échardour avec Cosmic University depuis plusieurs années a fait un travail de reliance et d'immersion au sein de plusieurs cultures traditionnelles du monde, et une de ces des cultures où il a été le plus en immersion, où il y a eu beaucoup de transmission, c'est avec la tradition maya.
en ayant rencontré donc des anciens Mayas, des maîtres enseignants qui ont transmis à Franck Echardour et à sa compagne Carole Tridon-Imana des choses liées à cette tradition ancestrale, mais qui est toujours vivante et enseignée. Et donc Franck va nous faire du yoga maya dans le théâtre tous ensemble. Voilà, c'est une pratique qui est issue de la connaissance sacrée des anciens Mayas. Et ce qui est intéressant, un peu comme avec le Qigong, qui est la pratique, un peu le yoga des taoïstes ou de la Chine traditionnelle, la Chine énergétique traditionnelle, ça affine les capacités innées à travers donc autant des techniques de posture que un peu de mantra, c'est-à-dire de sons que l'on va répéter. Alors, j'ai l'impression d'être d'une inculture, mais monumentale quand je t'écoute. Le yoga maya, voilà, je ne connaissais pas. Allez, rassurez-moi. Mais l'enjeu est là, en fait. C'est pas tant faisons fi des jugements sur culture, inculture, machin. C'est juste c'est normal qu'on ne sache pas tout. C'est normal qu'on ait l'impression de ne rien savoir, puisque on vit dans un monde qui est infini, qui est plus grand que nous, qui est vaste, et on a autant autour de nous sur la surface de la Terre aujourd'hui quantité de cultures, quantité de peuples, quantité de formes artistiques, quantité de formes corporelles. Simplement sur la question des thérapies, on voit très bien la diversité des thérapies on a tous les mois quasiment, il y a des nouvelles formes thérapeutiques qui sortent parce qu'elles s'hybrident, elles se croisent entre elles, etc., etc. Et puis en plus, si on prend en compte le paramètre du temps, on a comme ça des strates, des époques, des cultures, des modes, des pratiques qui se superposent. Et c'est en tout cas je dirais, moi, toute la gratitude que je peux avoir envers les archéologues ou envers les historiens par rapport à la façon dont ils vont réussir à remonter le temps, à éventuellement, bien sûr, en enlevant de la terre, mais à remonter à la surface des informations qui sont là, qui sont de la mémoire du monde, de la mémoire de l'histoire humaine au sens large, ou de certains peuples en particulier. Et nous, c'est vraiment, de toute façon, un point d'honneur que l'on se fait avec Global Gaia, c'est vraiment de rassembler comme ça différents points de vue autour d'une culture donnée, et parce que la plupart du temps, comme on va un petit peu plus loin que ce qui est présent à la surface ou ce qui est présent d'une façon superficielle, on se retrouve à découvrir des choses qui sont juste faramineuses, et donc ben voilà, avec Global Gaia, on occupe un théâtre, il y a une scène, et on est face à des personnes qui nous racontent des trucs dont on n'a absolument pas idée et qui sont absolument géniaux, et surtout ça nous met en présence, ou ça nous fait faire le lien avec ces savoirs auxquels on n'aurait pas eu accès autrement. Rassurez-moi, ou relevez peut-être le niveau de l'équipe, Sylvano, Solène, de Yoka. Le yoga, je ne le connaissais pas du tout, mais c'est passionnant d'écouter Maxence. C'est franchement, ça donne juste envie de s'abonner à sa revue tout de suite, c'est tout. Très, très bien. Laissez-moi quelques minutes encore. Okay. Alors, ceci dit, ça va faire des jaloux que ça soit sur Paris. Hein. Ce serait bien d'envisager peut-être une décentralisation. Paris, tu peux pas en faire partout. Après, Paris, c'est l'excellent choix parce que tous les chemins mènent à Rome en Italie et tous les chemins mènent à Paris en France. Mais c'est vrai que ça pourrait mériter de faire une petite tournée de tout ça. Parce qu'en parlant de tournée, d'ailleurs, qui dit Maya, qui dit culture Maya, dit aussi musique, et la musique sera aussi présente. Oui, alors on a voulu vraiment, on a cherché intensément des danseurs aztèques pour les faire venir sur scène avec des plumes comme ça qui seraient très très grandes et qui seraient montées très 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 haut. Mais voilà, ça n'a pas été possible. C'était compliqué. Avant tout pour des problèmes d'agenda, hein, pas du tout pour des questions de personnes qui n'étaient pas là. Et en fait, je me suis souvenu d'un barde, d'un troubadour français qui s'appelle Patrick Fishman, qui a écrit des magnifiques ouvrages de contes qu'on trouve au Seuil, sur différentes cultures, contes des sages mongols, contes des sages qui observent le ciel, etc., etc. Il y a toute une palette comme ça d'ouvrages que Patrick a écrit. Et Patrick est vraiment un barde, vraiment un troubadour, c'est-à-dire qu'il est à la fois auteur, musicien, poète, conteur. Et donc, on a comme ça un conteur qui va être présent sur scène, et il se trouve que comme Patrick est très très connecté, très relié
aux traditions donc liées aux Indiens, que ce soit les Mongols, les Indiens d'Amérique du Nord, les Kogis, les Touaregs. Donc Patrick, depuis 20 ans, 30 ans, rassemble des contes du monde entier et il les joue sur scène, il les raconte et il navigue comme ça entre les contes, les légendes, les mythologies. Et là, il nous a donc préparé un spectacle de 45 minutes à peu près, où il va nous faire goûter, nous plonger dans la cosmogonie aztèque, dans les contes mayas, dans la symbolique des Mayas et des Aztèques, où on est avec l'enfant du temps, le frère de l'animal, où il y a le jaguar, où il y a la déesse des étoiles, où on navigue comme ça entre les arbres et les astres. C'est génial. Voilà. Alors, on reste sans mots, honnêtement, on t'écouterait pendant des heures. Oui, Et là, alors, c'est assez terrible parce que je vous partage les infos et puis d'un coup derrière, c'est poum. c'est ça. Si tu veux, c'est oh non, mince, il s'arrête. Non, on continue. En gros, oui, c'est ça, je confirme. Non, mais ce qu'il faut, c'est venir, c'est le plus simple parce que vraiment, on a vraiment, on a voulu rendre vivant, on a vraiment voulu rendre vivant tout ça. C'est vraiment ça qui nous anime avec Global Gaia. De la même façon, en fait, que la revue Planète dans les années 60 avait fait découvrir à Paris les derviches tourneurs. Ils avaient fait venir des derviches tourneurs de Turquie, d'Anatolie, et ils les avaient mis sur une scène d'un théâtre à Paris. Nous, on s'est dit, eh bien, oui, même si on a l'impression que tout a été dit ou tout a été montré, même s'il y a évidemment des cadres exceptionnels comme le festival des contes et des mythologies du monde, on a le Quai Branly bien sûr qui est ici, peut-être il y a sans doute de l'espace pour un... Enfin, nous, on a eu cette analyse-là qui avait vraiment un truc qui pulse un petit peu, qui est un peu rock'n'roll, mais qui reste aussi à taille humaine, puisque au Théâtre Adyar, on peut rentrer 200, 300 personnes. Et puis, l'acoustique est vraiment très bien, parce que c'est un théâtre qui est d'un ancien temps. C'est un théâtre qui date des années 1870, 1880. C'est le théâtre dans lequel Krishnamurti, dans les années 1920, venait donner ses conférences à Paris. Donc, c'est à la fois un lieu où il y a de l'histoire, mais c'est surtout un lieu qui, dans sa conception, est encore habité ou structuré par une acoustique qui est naturelle. Et ce qui fait que pour du spectacle vivant, par exemple, on prépare, on aura, quand on fera un Global Gaia lié à l'Inde, un spectacle de danse et de Kalaripayat, par exemple, qui sera sur scène. Le Kalaripayat, c'est l'art martial indien. Donc, par rapport à cette scène en bois qui est face au public, eh bien, ça permet vraiment d'avoir une enceinte, un lieu qui va pouvoir résonner en étant chaleureux et vivant. Ouais. En tout cas, si Quai Branly cherche un bon attaché de presse pour organiser des événements, pour faire vivre le Quai Branly, parce qu'honnêtement, même s'il y a des expos qui sont sympas, voilà, on n'a pas forcément envie d'y aller comme ça instinctivement. Alors que... Mais il y a beaucoup de choses qui existent. Hein. Le problème, c'est surtout que les réseaux et les canaux ne se croisent pas. Et c'est pour ça qu'en fait, on a vraiment conçu Global Gaia aussi pour ça. C'est autant pour que on ait, par exemple, lorsqu'on fera quelque chose autour des Touaregs, il y aura une conférence sur la géopolitique. Il y aura une conférence sur l'enjeu des déserts, sur la façon dont ces peuples sont les gardiens de quelque chose. Et donc, ces peuples participent d'une politique, sont les témoins du choc, non pas forcément des civilisations, mais du choc des compagnies et des grandes compagnies économiques qui vont chercher à faire une sorte de néocolonialisme sur ces peuplades. Et ça s'accompagne de tous les dégâts que l'on connaît un petit peu par chez nous et surtout qui ont traversé le XXe siècle, des dégâts sur l'environnement, des dégâts sur les personnes et de la misère qui s'installe. Voilà. Donc, dans Global Gaia, on a vraiment l'envie à la fois donc de marier ce qui est de l'ordre de l'art et ce qui est de l'ordre de la science, et en même temps, à travers cette scène, on a autant des chercheurs indépendants, comme par exemple Howard Crust, dont on a parlé tout à l'heure, que des chercheurs académiques, du savoir académique. Par exemple, on parlait de Sophie Marcheguet, archéologue et directrice du musée dans les Alpes de-Provence, mais c'est aussi le cas avec Claire Laurent Berthoud, qui elle, prend le train et arrive depuis les collines des Cévennes pour venir nous parler d'un travail
d'anthropologue qu'elle a mené spécifiquement sur les sages-femmes et où elle est à la fois donc ethnobotaniste et anthropologue. Elle a ses 2 doctorats et puis ben, elle vient nous raconter ça sur scène au même titre que Elvire. Juste je fais un petit peu le lien avec un des intervenants, une des intervenantes en tout cas, puisqu'on a trois femmes, 3 hommes dans les intervenants. Elvire qui elle a été initiée à l'art des tableaux Huichol in vivo là-bas dans les montagnes du Mexique et elle va comme ça en nous montrant des œuvres sur scène, en nous présentant des tableaux, y compris les siens dans la fin de son exposé, elle va comme ça nous donner les codes des mythes, des symboles, des archétypes qui sont présents sur ces tableaux qui sont des tableaux chamaniques et parce que les Huichol, là c'est pareil, on le sait pas forcément, et etc. Les Huichol, c'est donc, certes, ils vivent au Mexique, mais ça fait partie des civilisations indiennes, des peuples indiens, des cultures indiennes, sont 45 000 personnes aujourd'hui dans la culture Huichol, avec leur langue, qui pratiquent le peyote. Voilà, leur plante à eux, c'est le peyote. C'est pas l'ayahuasca, c'est pas l'iboga. Eux, leur plante, c'est le peyote, c'est leur plante sacrée, c'est la plante avec laquelle ils rentrent en connexion avec le monde. Ok. Bon, bah, écoute, voilà, pour ceux qui auront la chance d'y être, honnêtement, on est presque. Tu peux rappeler les dates, Maxence? Oui, tout à fait. Donc le Global Gaia sur le Mexique, c'est le 30 octobre prochain, c'est dans 10 jours, c'est dimanche prochain, et donc vous pouvez vous inscrire en ligne. Et même là, on peut vous donner un peu l'info, ou en tout cas, profitez-en. On a créé un petit code promo là qui s'appelle ORBS, ORBS, et qui vous permet de bénéficier d'une remise, d'une ristourne assez sympathique sur l'inscription. Donc vraiment, il n'y a aucune raison de s'en priver. Voilà. Bah, en plus, voilà, ça, vous écoutez Miasme et puis ça vous permet d'être motivé pour aller à ce genre d'événement. Et en plus, il n'en a pas parlé, il y aura un petit goûter aussi mexicain qui sera proposé. Oui, histoire de se ravir les papilles, en effet, ouais. Ouais, donc voilà, tous les sens seront ravis. Bon, bah, écoute, c'est vraiment génial. D'autres événements sûrement en préparation pour oui. Alors, juste pour poursuivre quelques instants sur Global Gaia, on est sur des événements. Global Gaia, l'idée, c'est qu'il y en a un par trimestre. Donc, il y en aura un autre au premier trimestre 2017, il y aura un autre au second trimestre 2017. On est en train d'avancer sur les programmes, même si je vous ai donné quelques indices quand même. Et puis, donc voilà, et ça va être vraiment un rendez-vous régulier où à chaque fois, un coup de projecteur sur une région du monde et où il se passe des trucs où si on n'est pas en train de faire de la veille dans tous les sens, eh bien, on n'est pas forcément au courant de ce qui se déroule, quoi. On a autre chose au niveau des événements. Deux dates là importantes, enfin en tout cas à signaler. La première, ça sera le 11 décembre. C'est la date du prochain colloque Orbs qui va être dédié à la conscience. Donc au-delà de la conscience, là aussi, on a décidé de pousser le curseur un peu plus loin. Et donc où on a là aussi un programme qui va être assez merveilleux, totalement différent de ce que j'ai pu vous partager jusqu'à présent, mais qui va emmener dans plein de directions différentes et assez loin en fait à chaque fois. Et donc c'est le 11 décembre, ça sera à nouveau au Théâtre Adiar, donc à Paris. C'est le prochain événement, c'est le colloque Orbs au-delà de la conscience, où on a aussi pas mal d'intervenantes féminines qui seront présentes durant cet événement, puisque c'est aussi quelque chose. Nous, on n'est pas trop branchés sur le genre, les hommes, les femmes et ainsi de suite, et sur la guerre des sexes et tout ça. C'est plutôt que c'est en fonction des thématiques, en fonction des sujets, que ben voilà, la bonne intervenante c'est telle personne ou le bon intervenant c'est telle personne. Et puis, et tout ça se passe plutôt en mode guerrier pacifique de l'information et du savoir. Voilà. Okay. Et un prochain événement peut-être sur Orléans, parce qu'avant tu les faisais sur Orléans, c'est ça? Oui, là en fait sur Orléans il n'y en a pas forcément pour l'instant. On organise, il y a 2 projets qui vont avoir lieu courant novembre à l'entrepôt à Paris autour du film de Georges Combe sur les souterrains du temps liés aux arêtes de poissons. Donc ça, c'est des petits événements qu'on appelle les ciné-orbs, où on fabrique des rencontres comme ça entre un film, quelqu'un de l'équipe et le public, et voilà, on fabrique des espaces un peu privilégiés. Et fin janvier, on a aussi le salon des thérapies où Orbs sera présent, notamment en faisant venir 2-3 intervenants qui vont nous
nous ouvrir sur des nouvelles approches thérapeutiques, des approches qui font sens, quoi. L'an dernier, par exemple, on avait évoqué la question de la narration, des thérapies narratives, de comment en fait on se raconte le monde et comment en fait, par rapport aux croyances que cela va nourrir, comment la notion du récit, l'approche narrative du récit et donc de nous-mêmes est un facteur de santé mentale ou pas. Vous voyez, donc c'est un peu l'année d'avant, on avait fait une table ronde autour de la notion d'éco-psychologie. Comment en fait la relation à la nature est a un effet positif sur notre santé, un effet positif sur notre psychisme. Et là aussi, on avait plusieurs intervenants qui chacun nous racontaient les travaux de recherche qui existaient, l'historique de la notion, les pères fondateurs, puisque c'est une notion qui date des années 87 à peu près, 88, l'éco-psychologie, qui est plutôt une notion anglo-saxonne, et c'est depuis le début des années 2000 que ça a commencé à venir en France. Et le prochain Harmonial, c'est un événement autour des nouvelles, de la santé dans toutes ses dimensions un peu. Le prochain Harmonial, justement, qui aura lieu en février ou en mars, on ne sait pas encore. On n'a pas encore la date précisément pour l'instant, mais on a le thème. C'est un scoop pour Miasme. Le prochain Harmonial sera sur santé et nature, justement. Voilà. J'adore. C'est chouette. Un petit commentaire, Solène, Sylvano? Non, ça donne surtout très très envie d'en savoir plus en fait. Bon, mais en tout cas, Maxence, je te remercie d'être venu à nouveau nous merci, tout ça. Ouais. Merci de votre invitation. Merci de votre invitation. Je rappelle quand même qu'il est toujours en kiosque et toujours le numéro 5 de Orbs en vente sur ton site. Le numéro 6 serait prévu pour... Alors, oui, ça va plutôt être début 2017 en fait, parce que comme on a pas mal de gros dossiers, il y a des grosses choses qui sont en train de se préparer, qui vont se dévoiler dans les 1 ou 2 mois qui viennent, strictement sur le point de vue éditorial, strictement sur le point de vue papier. Ça n'a rien à voir avec les événements dont je viens de vous parler. On a des gros dossiers qui sont en cours et tout ça va sortir avec le mois de novembre. Voilà. Donc, et ce qui fait que, à un moment donné, on peut pas tout porter à fond et à bloc, quoi. Voilà. Non, c'est évident. Ok, écoute, Maxence, je te remercie pour ton passage. Merci à vous. Merci de vos questions, merci de votre invitation. C'était normal. Puis Sylvano, on va te laisser aussi et on va continuer, nous, notre chemin avec Solène. Bon, je vous fais des bisous à tous les deux alors. Ouais, alors juste avant que tu partes, Sylvano, donc je rappelle à tout le monde que nous avons mis en ligne l'interview que nous avons fait ensemble avec Audrey Dufour, donc une interview extrêmement intéressante donc sur la réflexologie intuitive. Voilà, vous allez apprendre plein de choses et puis si vous avez l'occasion de pouvoir croiser le chemin d'Audrey, honnêtement, arrêtez-vous à son stand, hein, si c'est lors d'un salon. Je pense que vous serez content de pouvoir discuter avec elle, hein, Sylvano. Oh, tout à fait. Pour ceux qui habitent Nice et pour ceux qui habitent Cannes, profitez-en. Elle est tout proche de vous. Voilà. Bon, mais sur ce, Sylvano, à la semaine prochaine. Et puis, à la semaine prochaine. Sur UAT. Salut Antoine, salut Solène. Salut. Salut. Alors, Solène, maintenant qu'on t'entend super bien avec ton super micro... tant mieux, parce que j'ai fait que bidouiller là depuis tout à l'heure. On va attaquer l'agenda de la semaine, donc du 24 au 30 novembre. Allez, je vais quand même vous partager ce qui était mis en ligne. Voilà. Alors, par quoi est-ce que tu veux commencer? Je sais pas, on fait dans l'ordre peut-être? Comme tu veux. C'est toi le chef. Bon, je vais commencer dans l'ordre parce que sinon moi je vais me perdre. Donc du 22 octobre au 6 novembre, ce sera le festival Chimeria 2016. Donc c'est le 11e festival international des arts visionnaires de Sedan. Pour ma part, j'y ai jamais été. Alors, moi non plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous a été recommandé en off par Maxence Laillé, hein, qui on était tout à l'heure. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, c'est un festival à ne pas manquer dans la région de Sedan. Alors le prochain événement à venir, ce sera du 26 octobre au 6 novembre. Alors ça n'a rien à voir, ce sera un voyage initiatique sur l'île de Pâques, en compagnie de Patrice Marty. Donc là, je ne sais pas s'il reste encore des places. Hein. Ouais, là, c'est... Je pense que tout est
complet. Et puis en plus, voilà, prévoir un petit voyage comme ça pour la semaine prochaine, ça risque d'être chaud. Mais si vous êtes motivé, hein, loi d'attraction oblige, vous faites une petite demande et puis vous appelez Patrice Marty pour voir s'il reste effectivement des places. Voilà, il faut se connecter à son énergie, on ne sait jamais. Ah, en parlant d'énergie, ça va te plaire comme festival? Bah oui, ça me plairait bien. Mais... bon, le voyage aussi me plaisait bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu juste, hein, quand même. Donc Alors, le suivant. le prochain événement, c'est du 27 octobre au 1er novembre. C'est le festival, le 32e festival international du film ornithologique. Alors, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à maintenant. Il y a des projections, des conférences, des sorties, des expositions. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il est sur miasme? C'est vrai que ça pourrait paraître bizarre, parce que moi je trouve qu'il y a plusieurs valeurs, hein. Déjà, on parle de films documentaires assez régulièrement, toutes les semaines, voilà. Et puis, le film ornithologique, moi non plus, alors, ceci dit, je l'avais déjà repéré l'année dernière sur mon site. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa d'en parler. Et puis, parler de la cause animale, voilà, c'est plutôt bien. D'ailleurs, Rudy, qu'on avait reçu dans Rencontre hors du commun avec Yves Cara, nous a fait tout un discours sur la cause animale qui était assez touchant. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, voilà, je vous invite à écouter ce qu'il disait. Événement suivant, Miss Solène. Donc c'est le samedi 29 octobre à 17h30, c'est le sens caché du jeu de 52 cartes avec Howard Crowers, justement. On en parlait, bon je pense que tout le monde le connaît là pour le coup. Donc là, il fait la totale sur Paris, hein. Le samedi, il fait cet événement-là organisé par Adrien Moisson. Et le lendemain, donc, il est chez notre ami Maxence Laillé. Voilà. Et le dernier événement, c'est dommage, il est parti. Mais je suis sûr qu'il va y aller, Sylvano. Ah mais oui, à Strasbourg en plus, oui. Du 29 octobre au 1er novembre, c'est le salon Bioéco de Strasbourg. Voilà. C'est un très très gros salon, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ceux qui sont dans la région, je pense qu'ils le connaissent. Et c'est un très gros salon où il y a plus de 120 conférenciers, je crois. Que je ne vous dise pas de bêtises, c'est ça, 120 conférenciers. Ça. Donc, bon, mais voilà, allez directement sur le site pour avoir la liste des conférences. Je ne l'ai pas mise parce que voilà, c'est 120, ça fait trop. En tout cas, il y en a forcément pour tous les goûts. Donc, ben voilà, écoute, Solène, je pense qu'on a fait le tour sur les conférences et sur l'agenda de la semaine prochaine. Allez, on va faire un petit tour maintenant sur les Web TV. Ben, écoute, vas-y, on peut commencer par ce qui est déjà en ligne. Donc oui, donc le mardi 25 octobre à 20h, Vibre Atelier, Académie des Jedi, invitation au processus ascensionnel avec Jean-Michel Roux sur sa chaîne LGC5 TV. Voilà. Là, par contre, c'est un cours. Ouais, c'est un cours. Et pour le coup, eh bien, Jean-Michel, j'ai déjà fait, s'il ne pouvait pas être là ce soir, son interview. On va l'écouter. Moi, je vous conseille aussi, c'est de regarder l'émission qu'il a faite cette semaine, donc toujours sur LGC5, où d'ailleurs il va nous en parler pendant l'interview, où il parle d'un événement qui va se passer l'année prochaine, l'été prochain, aux États-Unis, qui est peut-être un petit peu flippant. Voilà, écoutez-le jusqu'au bout. En tout cas, il y a sûrement quelque chose à creuser, il y a sûrement quelque chose à faire pour que cet événement-là ne se produise pas. Allez, Jean-Michel. Eh bien, que la force soit avec vous, chers amis. Ce soir, nous accueillons Jean-Michel Raoult. Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir, Antoine. Comment tu vas? Ça va bien? Écoute, il fait beau, tu es? Ouais, il fait super beau, toujours. En Normandie, tu le sais bien, c'est bien connu. Ça me fait super plaisir de te retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et puis, c'est vrai que là, c'est la rentrée. Tes émissions qui reviennent. Tu as une très bonne émission cette semaine. On en dira deux mots parce que c'était un événement important que tu présentais pour l'été prochain. Et la semaine prochaine, tu as un atelier sur le grand changement, d'où ma petite carte de Maître Yoda, un atelier spécial Jedi.
Voilà, en réalité, c'est le 5e, puisque j'ai commencé ce qu'on appelle l'Académie des Jedi. C'est un petit peu un jeu aussi, mais ce sont des ateliers où je donne des informations justement sur les écoles initiatiques, la formation initiatique, des informations et des méditations, un petit peu dans la mouvance ce qu'on pourrait voir dans Star Wars des Jedi. Voilà. Donc, j'ai appelé ça l'Académie des Jedi. Alors, faut pas se prendre trop au sérieux, mais c'est intéressant. Il y a des choses. Voilà. Si on suit le cours, on peut obtenir des choses intéressantes. Ça prend la suite de ce que j'avais fait sur le double cosmique et sur l'ADN, la reprogrammation quantique de l'ADN. Et nous en sommes à la cinquième atelier la semaine prochaine. Donc, ce sera le 25, le mardi 25 à 20h Voilà, vous retrouvez le lien sur la grille des programmes TV de Miasme, bien entendu, en cliquant sur l'image, vous arriverez directement sur la page pour vous inscrire à cet atelier. Mais en dehors de cet atelier, donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure, cette semaine, tu as fait une émission toujours sur ta chaîne du Grand Changement pour annoncer un événement assez particulier l'été prochain. Tout à fait, tout à fait. Nous travaillons, comme tu le sais, comme vous le savez les auditeurs, nous sommes à la fois avec un esprit ouvert un petit peu avant-gardiste, mais nous gardons les pieds sur terre à partir d'éléments rationnels que l'on peut mesurer. Alors, nous travaillons, comme vous le savez, avec des cartes routières, ce qu'elle appelle des schémas. Nous travaillons aussi avec la guématrie, qui est une science kabbalistique mathématique, qui allie les lettres et les mathématiques, et d'autres informations. Et depuis quelque temps, nous avons reçu des informations, nous avons vraiment beaucoup d'informations, et nous avons reçu des informations qui se préparent à un événement. Alors, c'est un événement que tout le monde peut vérifier. Vous pouvez aller sur le site de la NASA, il est dessus. C'est à l'apparence, il semble être banal, c'est un événement d'une éclipse du Soleil qui va se dérouler le 21 août 2017. Le 21 août 2017, on me dirait d'accord, mais les éclipses de Soleil, il y en a eu beaucoup, il y en a régulièrement, sauf que celle-ci, le cône de la Lune va être total sur les États-Unis. Donc, je préparer un petit diaporama, si tu veux, je peut-être montrer les images, ce sera plus simple d'illustrer ça rapidement, on ne va pas faire trop de choses. Oui, voilà. Donc, on invite toutes les personnes à regarder ton émission qui est toujours en podcast. Voilà, donc vous pouvez la regarder, je l'ai faite hier soir, elle dure 2 heures, où j'explique en détail un petit peu ce projet. Donc là, c'est simplement une synthèse. Donc, le 21 août 2017, il va se dérouler cet événement. Et pour préparer cet événement dont je vais parler là rapidement, nous avons créé, parce que c'est une équipe de chercheurs en réalité, un projet qui s'appelle le Global Quantic Healing Project en anglais, ou le projet de guérison quantique. Qui va proposer aux gens, ceux qui veulent, justement, un planning, un calendrier de travail. De travail avec une méthodologie que je vais définir au cours du temps dans les ateliers, justement, de Jedi. Et puis, j'en parlerai aussi, bien sûr, de façon récurrente sur mes conférences sur la chaîne LGC5 du Grand Changement tous les mois, qui est mensuelle. Et donc, il y a voilà, cette éclipse, donc, vous voyez, c'est le site de la NASA, il n'y a rien de mystique là-dedans. On voit que l'ombre de la Lune passe à travers les États-Unis. Donc, vous voyez, ça concerne tous les États-Unis. Mais l'ombre de la Lune va passer sur un endroit très particulier. Alors, vous voyez, il y a toutes les déclinaisons, il y a toutes les informations pour ceux qui veulent vérifier ça. Il n'y a aucun problème. Mais l'ombre de la Lune, voilà, on la voit, l'ombre de la Lune, vous voyez, donc, elle va passer à un endroit très particulier aux États-Unis. C'est unique. Cet endroit s'appelle le parc national de Yellowstone. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, le parc national de Yellowstone est un parc états-unien très gigantesque, mais qui renferme un super volcan, c'est-à-dire un des plus grands volcans de la planète. Il y en a 4 dans le monde, je crois. Il y en a un en Inde, et je crois qu'il y en a ailleurs aussi. Il y en a 2 autres ailleurs. Mais il y en a un surtout dans le parc de Yellowstone. C'est un peu le volcan qui est illustré dans le film 2012, à un moment donné, quand il y a une explosion d'un grand volcan, mais c'est celui-là, c'est le Yellowstone. Et donc, l'ombre de la Lune va passer sur ce cratère gigantesque qui fait 80 km de diamètre, il faut savoir. Hein. La caldeira fait 80 km. Surtout, excuse-moi, oui, il me semble que les scientifiques s'inquiètent depuis effectivement quelques années, parce qu'ils commencent à redonner des signes d'activité. Voilà. Il y a un lac qui a complètement disparu, qui s'est complètement desséché, il me semble, etc. Je ne sais pas si tu en as parlé hier, mais non, effectivement, déjà de base, il y a des soucis par rapport à cette zone-là.
Voilà. Donc, me dirait, oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça vient rajouter? Eh bien, tout simplement, j'ai parlé dans la conférence, c'est bien étayé. Les anciens savaient, ceux qui ont tracé qui ont monté les mégalithes, ceux qui ont construit les cathédrales, que lorsqu'il y a une éclipse de la Lune, et j'ai donné des exemples dans la vidéo étayée qui se sont passés, des événements qui sont passés, que lorsque l'ombre de la Lune, lors d'une éclipse, passe sur un point sensible tectonique, que ce soit des failles, que ce soit des volcans, ou que ce soit autre chose, des points clés au niveau, par exemple, de la météo, ainsi de suite, ça peut déclencher des réactions très dynamiques. Pas forcément tout de suite, mais un peu en décalé. Et donc, quand j'ai su que cette ombre passait juste sur le volcan, donc il y a la chance pour que ça passe juste sur le volcan, c'était minime, et bien là, je me suis dit, il y a quelque chose de particulier. Et ça risque peut-être de pouvoir, je ne sais pas, peut-être bouleverser un petit peu, comme tu disais, cet équilibre instable de ce volcan, de ce super volcan qui est là, et qui pourrait donner des signes d'activité. Voilà. Donc, ici, vous avez quelques images de ce parc national de Yellowstone, où il y a des geysers, tout ça, qui est en activité, vous voyez. Et bien sûr, voilà, ici, ça illustre un petit peu, est-ce que l'activité de la Lune avec le Soleil derrière, bien sûr, va-t-elle stimuler un petit peu, rajouter quelque chose à cette marmite bouillonnante de ce Yellowstone, comme tu l'as dit, qu'on surveille scientifiquement depuis, puisque les scientifiques ont dit on est en retard sur l'éruption du volcan, puisqu'on pense qu'il rentre en éruption tous les 600 000 ans, et qu'actuellement, il serait en retard. Donc, c'est un petit sujet d'étude. Alors, on ne va pas faire de la catastrophisme, pas du tout. C'est que, on propose que les personnes qui peuvent, voilà, ici, par exemple, ça illustre un petit peu les variations énergétiques qu'on pourrait trouver sur un site lorsqu'il y a une éclipse, justement. On voit que l'énergie varie. Donc, l'énergie, je parle ici de la géobiologie, de l'énergie vibratoire. Et donc, on voit bien qu'il y a une variation d'énergie de 110%, ça passe à 80%. Donc, il y a une variation de 30% de l'énergie. Et ça pourrait peut-être être l'étincelle qui pourrait, perturber encore plus le volcan s'il serait dans une phase d'augmentation de sa pression magmatique. Donc, alors on s'est dit, mais face à cet événement, vous voyez, face à cet événement un peu difficile, très difficile, même pour les États-Unis et pour le reste du monde, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une action où on irait agir, justement, par le psychisme de l'humanité, pour calmer, contrecarrer un petit peu l'effet de la Lune, de ces effets de stimulation, pour amener un peu plus de paix, un peu plus de résonance de paix, ainsi de suite, pour calmer ça. Et bon, les anciens savaient aussi que le psychisme d'un collectif d'humains a de l'importance sur des réactions aussi géologiques, tectoniques, on l'a vu. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, en menant une action, en proposant aux gens, en agissant ce qu'on appelle sur le champ morphogénétique ou l'inconscient collectif, comme dirait Jung, agir sur cet événement et peut-être le retarder ou l'amoindrir pour éviter que ce problème devienne quelque chose de très important en agissant mentalement. Alors, bien sûr, avec une alliance du mental et du cœur, bien sûr, il faudrait que nos pensées soient beaucoup plus calme, beaucoup plus dans la paix, qu'il y ait plus de compassion dans le monde, face à cette date qui nous ramène à 6 mois quand même dans le planning. Donc, et on sait qu'actuellement, c'est bon, la politique et les nouvelles ne sont pas dans le sens de quelque chose qui est calme. Donc, on propose, les chercheurs de mon groupe et d'autres qui peuvent bien sûr s'y rattacher, proposent un calendrier de travail où on peut se relier en dégageant de la paix, de la compassion, en utilisant par exemple les techniques comme Ho'oponopono, qui est connu maintenant, qui est la guérison par la responsabilité totale, en utilisant des méditations collectives. Et je vous dirais, je vais aussi donner des méthodologies qui nous ont été données, qui sont très efficaces, qui permettent de travailler collectivement là-dessus, pour pouvoir amoindrir, si vous voulez, cet impact. Ça sera pour la première fois peut-être une action collective que l'humanité pourra mener avec un événement physique de grande ampleur. Parce que maintenant, on faisait ça sur des choses qui arrivaient des énergies, des moments où il y avait des énergies. Maintenant, il y a un événement physique qui se pardon, excusez-moi, j'ai une petite bronchite, qui se profile. Alors, pour cela, on a créé des dates, un calendrier de 7 dates, qui propose une action sur le terrain. Alors, toutes les personnes peuvent le faire où qu'elles soient dans le monde, seules ou alors en groupe, en utilisant des techniques que je vais donner, que nous allons donner, ou leurs propres techniques. L'essentiel, c'est d'être efficace et de créer ce qu'on appelle une cohérence globale qui puisse amoindrir ce phénomène. Donc, la première date, c'est le 21 décembre 2016, c'est le solstice d'hiver.
Nous-mêmes, en Provence, on sera dans le massif de la Sainte-Bombe, où là, Marie-Madeleine s'est retirée, on dit la légende, et on ira travailler dans le massif qui contient des énergies, des vortex, des portes qui nous aident. Bien sûr, on peut choisir des sites sacrés. Ça, c'est vraiment intéressant. Travailler collectivement sur les sites sacrés en utilisant la méthode qu'on veut, c'est une plus-value. Il y aura aussi le 17 janvier, vous direz pourquoi, c'est la Sainte Roseline, et ça pour les sociétés un peu de mystère initiatique, c'est une date qui est très connue, par exemple, dans l'histoire de Rennes-le-Château. Donc, c'est un moment de l'année où il y a des énergies très particulières. Le lundi de Pâques, bon, ça, bien sûr, il y a une grande mobilisation des gens à Pâques, au moins de tous les chrétiens. Et ça peut être utile pour travailler dans la paix et pour diffuser cette vibration. Le 25 mai, c'est le jour de l'Ascension. Ça aussi, c'est un moment de grand rassemblement. Le 21 juin, c'est l'équivalent du solstice d'hiver, c'est le solstice d'été. Là aussi, des sociétés initiatiques se réunissent et font un travail collectif. Le 22 juillet, c'est la fête de Sainte Marie-Madeleine, parce que nous sommes très proches de Marie-Madeleine. Donc, vous voyez, on en fait un peu la patronne du projet, on pourrait dire. C'est elle qui va un peu superviser ça du point de vue vibratoire. Et le 21 août, bien sûr, c'est le jour avant 18h, puisque c'est en 18h en temps universel que l'éclipse a lieu. Voilà, donc vous voyez, j'ai encadré. Alors pour les gens qui voudraient connaître les méthodes de travail qu'on a mis au point, vous pouvez trouver sur le site isavision.fr à la partie boutique 2 vidéos que nous avons fabriquées, qui sont des vidéos d'animation, et surtout le tome 2, le volume 2, parle de ces outils spirituels d'action planétaire qui permet d'avoir une action efficace en groupe. Donc vous pouvez regarder ces vidéos, et il y a la méthode pratique est décrite dans la vidéo. Il y a même un système d'entraînement qui est proposé où il n'y a qu'à suivre la vidéo pour s'entraîner. On voit les images. Donc, c'est une méthode didactique qu'on a mis au point. Voilà. Alors, les vidéos sont mises au prix de 5 €. C'est pour la gestion du site. C'est pour permettre au site de vivre. Voilà. Donc, c'est très peu. Mais donc, il y a le volume 1 qui est un peu plus général, qui explique les théories de comment nous travaillons. Et le volume 2 où il y a les outils justement pratiques. Donc, vous pouvez vous les procurer donc sur isavision.fr. Il y a aussi je vous décris un petit peu comment on fait. Voilà. Donc ensuite, donc c'est là aussi, c'est une description un petit peu comme ça, vous verrez sous les yeux de ce qu'il y a sur les vidéos, si on peut les voir. Et ensuite, il y a pour les gens qui voudraient mieux s'intéresser à notre travail, d'où ça vient, toutes ces choses-là. Nous avons fait 12 vidéos. Donc ça, on en a fait 12. En 10 ans, plus de 10 ans, avec Debosca Productions, qui est une maison de production, je trouve à Rennes-les-Bains, pas très loin de Rennes-le-Château. Et dans leur catalogue, vous pouvez, en tapant Jean-Michel Raoux, trouver les vidéos que j'ai fait avec Raymond Spinozzi, mon collaborateur extraordinaire, qui a fait énormément de découvertes, et avec Maxime et Odile Pénin, qui font le travail aussi. Donc, elle a proposé 12 de ces vidéos. Et ça, vous voyez, notre dernière vidéo s'appelle L'âge d'or extradimensionnel. Là, il y a des révélations extraordinaires sur une vingtaine de cartes qui ont été données et qui ont pu amener ce projet, si vous voulez, à naître. Voilà, c'est un projet qui est un peu l'aboutissement de tous ces travaux. Donc, c'est quelque chose de sérieux qu'on peut vérifier. Maintenant, vous le faites si vous le sentez. Si vous le sentez pas, vous le faites pas. Vous êtes obligé de rien du tout. Vous n'êtes pas obligé de croire non plus. C'est, rappelez-vous, c'est quelque chose comment vous le sentez. Mais c'est assez étayé pour que ça donne réflexion quand même. Alors, il n'y a pas de catastrophisme là-dedans. Faut pas se mettre en stress. C'est seulement, disons, on va dire, ça va être comme un examen blanc, comme un bac blanc. Nous allons passer le bac plus tard. Ça sera plus tard, si vous voulez. Mais là, c'est un peu comment saurons-nous gérer un événement qui semblerait un peu critique en travaillant sur nos pensées et sur notre cœur. Ça, c'est vraiment très, et de façon collective, bien sûr. Vous voyez? Donc, on pourra se dire rendez-vous dans 6 mois et voir ce qui va se passer. Mais dans 6 mois, il y a ces 7 rendez-vous qui sont proposés. Vous pouvez en rajouter vous-même des rendez-vous. Attention, vous êtes totalement libre de gérer ça comme vous voulez. On a donné un canevas un peu général pour que les choses soient structurées, mais vous êtes tout à fait libre, il n'y a aucune structure, il n'y a aucune organisation derrière tout ça. C'est seulement une initiative collective de l'humanité, quelles que soient ses croyances. C'est en dehors de tout système de croyances, quel qu'il soit religieux ou pas. Pas du tout. C'est, on peut dire, vraiment laïque, quoi, dans ce sens-là, et c'est vraiment travailler sur la pensée, la force de la pensée, la puissance de l'esprit, et surtout du cœur. C'est-à-dire se débarrasser de ces mémoires toxiques. Mais j'explique tout ça dans la conférence d'hier, voilà. Oui, de toute manière, effectivement, voilà, chacun est libre de le faire. C'est vrai que ce qui peut toujours faire un petit peu peur avec ce genre de choses, je te le dis très clairement, c'est peut-être un petit peu ce qui pourrait représenter une sorte de dérive sectaire, etc. Parce que les gens qui ne cherchent pas à comprendre et à creuser un petit peu, ça peut toujours faire peur. Maintenant, là où ça rassure, c'est comme tu le dis, tes vidéos, elles sont à 5 €.
une dérive sectaire, les vidéos elles seraient à 500 €. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Si vous voulez être sauvé, Non, payez il y a 500 pas. €, vous serez sauvé. Donc c'est vraiment pas l'objectif, Voilà, on non, comprend pas que du c'est tout. juste du frais de fonctionnement. Mais C'est voilà. exactement ça. Donc moi ce que j'encourage chacun, c'est de regarder déjà toutes les vidéos que tu as pu faire sur le grand changement. Oui, oui, oui. Sinon, vous allez sur Miasme et dans l'onglet, dans les catégories, vous retrouvez LGC TV. Et là, vous allez retrouver toutes les dernières vidéos qui ont été postées par Jean-Michel. Comme ça va vous permettre un petit peu de bien comprendre Voilà. ces travaux, Voilà. de voir qu'il y a quand même derrière une démarche scientifique. Puis après, vous faites vraiment Exactement. chacun votre propre avis. Moi, il y a un certain nombre de choses qui me plaisent chez Jean-Michel. J'adhère pas à tout. Voilà, c'est chacun Bien fait sûr. son propre Bien avis. sûr. Bah, c'est normal. Et au contraire, ça prouve que tu as du discernement et que tu es sain d'esprit. Et je vous dis, faites-le que si vous arrivez à comprendre que ça peut être avéré. Par contre, l'événement, lui, vous ne pouvez pas le remettre en question, il est avéré. Maintenant, comme tu l'as dit, tu fais bien de le dire, il n'y a pas de dérive sectaire là-dessus. Il y a seulement une information. Maintenant, vous le faites pas. Voilà. C'est une proposition pour ne pas dire qu'on ne l'avait pas dit. Voilà, c'est une proposition. Moi, je sais que je vais le faire parce que je suis concerné par l'avenir de la planète. Donc, ça me fait plaisir de le faire. Voilà. Mais maintenant, vous le faites ou vous ne le faites pas. C'est à vous de voir si ça vous parle. Et de creuser encore plus et d'aller plus loin et peut-être d'apporter d'autres éléments parce que c'est un système ouvert. Attention, rien n'est clos. Voilà. Donc, il n'y a pas, je répète, aucune organisation là-dedans. Il y a zéro organisation. Il n'y a rien. Ouais, donc, on ne peut pas dire quoi que ce soit, il n'y a pas de regroupement. Il y a seulement des chercheurs qui travaillent ensemble et qui ont fait une découverte et qui la mettent au service de l'humanité. Maintenant, l'humanité est concernée. Elle le fait pas. Bah, ça, c'est elle qui va choisir. Voilà. Donc, c'est pas plus de liberté que ça, je pense pas que tu peux trouver. Non, tout à fait. Et puis après, il n'y a pas qu'une seule méthodologie, pas qu'une seule vérité. Ah non. Vous avez trouvé votre propre méthodologie. Après, tout est vibratoire, donc ça peut effectivement complètement s'expliquer. Tout à fait. Comme tu le montres avec les interactions magnétiques, etc. La pensée, c'est de la vibration, donc on peut peut-être faire de la résonance et équilibrer tout ça. Voilà. Il y a peut-être plein de raisons. Aujourd'hui, on est à l'aube de toutes ces découvertes, et donc chacun apporte sa pierre à la contribution, et puis sa compréhension à la contribution. Et dans tous les cas, une petite méditation sur le sujet, ça fera sûrement pas de mal à la planète, ça c'est évident. Est-ce que tu as d'autres événements sinon en cours, en dehors de ceux-ci, qui ne sont pas des moindres? Alors, celui-là, c'est un gros projet, c'est le gros projet d'aboutissement des recherches. Bon, j'ai dit, c'est l'Académie de Jedi qui sera un peu orientée là-dessus, où on va apprendre ces techniques. Mais s'il y a des personnes qui trouvent des méthodologies très intéressantes, bien sûr, ils peuvent en faire part. Donc, c'est libre. D'autres projets, celui-là, il m'occupe beaucoup déjà. Hein? Ouais. Tu n'avais pas un voyage prévu ou c'est Alors oui, alors là, vous me croyez si vous voulez. Voilà. Moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont, je n'ai pas besoin de le cacher. Nous travaillons avec Emmanuel Poisson qui organise des voyages pour le site Le Grand Changement. Ça a déjà commencé. Nous sommes allés faire les pyramides de Bosnie. Je ne vous dis pas, incroyable. Moi, je pense qu'il faut aller sur le site pour comprendre les choses. Souvent, les gens parlent, mais ils ne sont jamais allés. Allez sur les sites, voyez et là, après, vous aurez une opinion. Donc, on est allé faire les pyramides de Bosnie, ainsi de suite. Et le prochain voyage qui avait été prévu, mais avant tout ça, avant qu'on reçoive ces informations, on devait aller aux États-Unis. On avait prévu d'aller aux États-Unis, le Grand Canyon, les Hopis, les Anasazis, les Amérindiens, les Vortex, enfin, ouais, voilà, j'ai vraiment un truc comme ça. Et la date qui avait été définie, c'était le printemps 2017. Et quand je me suis mis à réfléchir à ça, j'ai dit, incroyable, le printemps 2017, c'est juste avant le 21 août 2017. Et ça veut dire qu'on va se trouver aux États-Unis et je pense qu'on va pouvoir aller à Yellowstone, c'est-à-dire faire un travail directement sur le site. Là, c'est quelque chose que j'ai découvert après. C'est pas été prémédité, on n'a pas mis le voyage pour aller faire ça, c'est que je me suis rendu compte que le voyage avait été programmé. Alors là, j'ai dit, là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Alors normalement, s'il se fait, et il est en cours, on doit aller donc dans le Grand Canyon, travailler avec des mystères, des Anasazis qui sont pas mystérieux, les Hopis, tout ça, et trucs. Et aussi
dans le parc de Yellowstone. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui nous attend pour pouvoir travailler peut-être directement sur l'énergie de cet endroit. Donc, la date n'est pas fixée encore, c'est en avril ou entre avril et fin juin, où on partirait aux États-Unis une quinzaine de jours avec le grand changement et organisé par Emmanuel Poisson. Mais ça, vous le saurez, je pense, en suivant le site Le Grand Changement, ça sera donné les dates. C'est ça, donc préparez vos passeports bien à l'avance. Bon, mais en tout cas, Jean-Michel, on te remercie pour ce petit passage explicatif sur ces points qui étaient importants. Donc pour ceux, encore une fois, qui auraient loupé l'émission de Jean-Michel qui est passée cette semaine, écoutez, vous cliquez ici et puis ça vous envoie directement sur l'émission, vous allez voir. Et puis Jean-Michel, moi je te souhaite une très bonne continuation. Continue mais du coup à travailler pour nous, hein, parce que tu travailles pour nous quelque part. Merci Antoine. Et tu sais qu'Antoine, ça vient de Antoneus, qui veut dire celui qui tient les choses d'en haut. An, qui veut dire le ciel. Donc, merci de tenir cette émission à bout de bras, de la faire avancer, de nous avoir donné la parole. Et pour finir, je te dirai que la force est avec toi, Antoine, et surtout qu'elle y reste. Ok, allez, on continue notre agenda, on va le reprendre du coup. Alors ensuite, c'est sur Nurea TV, donc ce sera le même soir, hein, c'est mardi 25 octobre à 20h30. Lui, Edouard Albert-Meyer avec Elisabeth de Caligny, donc je pense que ça va être une excellente soirée. Ouais, avec Elisabeth, vous êtes sûr d'avoir une très très bonne soirée en perspective, c'est évident. Ensuite, donc c'est le mercredi 26 octobre à 20h30, l'hypnose régressive quantique pour développer vos potentiels avec Alice Descou. C'est sur CTVM TV, médiumnité et coaching. Je ne connais pas cette intervenante, pour ma part. Non, je la découvre aussi. Donc, écoutez, le mieux, c'est d'aller voir ce qu'elle fait, comme ça, vous en saurez un peu plus. Avant de passer à la suivante, toujours mercredi, vous avez le live de BTLV à 18h qui n'est pas encore inscrit. Vous avez aussi l'émission de l'INRES TV, l'émission hebdomadaire qui sort le mercredi. Ensuite, Solène. Donc toujours le mercredi, donc c'est surtout sur CTVM TV. Donc c'est Sowarikpa, l'art tibétain de la guérison avec Patrice Richard. Donc ce sera à 19h30 sur Planète et Écologie. Voilà, à découvrir aussi, je ne connais pas le... Non, je ne connais pas du tout non plus. J'ai jamais entendu parler. Ce soin-là, bon. Ensuite... pour finir, le jeudi 27 octobre à 20h30, donc là par contre c'est un cours. Ce sera sur Nurea TV, c'est les fleurs de bac application. Donc là on est au deuxième cours avec Florence Loutot. Donc je ne sais pas s'il reste des places pour ce cours. Si c'est des places, c'est illimité. Voilà. Donc toujours le vendredi, vous aurez l'émission de BTLV TV. Le samedi, vous devriez avoir une rencontre hors du commun donc, sur le musée de l'étrange, si tout va bien. Le dimanche, le numéro 29 de Miasme. Et deux autres émissions, celle de Ludovic Richet, qui sera la légende de Persée, donc mythologie grecque, dans sa section mythologie grecque. C'est sur sa chaîne Arcana, les mystères du monde. Et puis, bien sûr, vous aurez aussi un sentier du réel. Cette fois-ci, il ne sera pas vendredi, mais lundi prochain. Donc voilà, lundi. Donc l'intervenant d'Alexis Lambin, ça sera Alain Duke, donc le lundi 24 octobre. Alain Duke qui était ce week-end en conférence à Rouen au dîner OVNI organisé par Margret. Voilà ce qui clôture un petit peu l'ensemble de notre grille de programme TV, et puis qui va aussi clôturer cette émission, parce que pour le coup, Hervé ne pourra pas être là ce soir pour nous parler du film documentaire. Mais écoute, Solène, en tout cas, voilà, j'ai été ravi de pouvoir t'entendre, et je suis sûr que tout le monde a été ravi de pouvoir t'entendre correctement. Avec enfin un micro, en vrai. Avec enfin. Voilà. Donc, moi, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis, on va pouvoir commencer à préparer tranquillement Halloween, qui sera donc dans 10 jours maintenant.
Ok. Bon, en tout cas, bonne semaine à vous tous et puis à la semaine prochaine. Allez, salut.